Eh bien, bonjour à tous. Je me présente, Thierry Tranquina, je suis le formateur référent de la filière développeur au sein de l'école multimédia. Nous avons aussi Antoine, qui est le boss de l'école JEDA et Bonjour tout le monde. voilà, et qui a créé et écrit cette certification que nous allons vous présenter aujourd'hui. Mais dans un premier temps, avant de voir cette certification, on va un petit peu parler de pourquoi aujourd'hui, en 2024, il y a des opportunités et peut-être des avantages à passer du développement web à la data et devenir architecte IA. C'est la petite problématique que nous allons aborder tout de suite. Et puis, par la suite, eh bien, on vous présentera la formation architecte en intelligence artificielle et on finira par quelques questions si vous avez des demandes ou des précisions à nous demander. Donc, de développeur web à architecte IA, avantages, opportunités. Pourquoi aujourd'hui, à notre époque, ou en 2024 plus précisément, eh bien, il y a des opportunités et des avantages à passer d'un métier à l'autre. On va s'appuyer sur quelques chiffres. Aujourd'hui, en 2024, là, le salaire médian du développeur web, développeur back-end en web, eh bien, se réduit de 12%. C'est une étude du cabinet Silcom. Et le développeur front-end JS de 10%. Donc il y a un recul sur les salaires au niveau du web. On a par contre une progression des offres d'emploi au niveau de data scientist de 52% et une progression des offres d'emploi sur le data engineer de 13%. Ça vient de l'Observatoire Genscan de 2023. 87% des entreprises investissent massivement dans la data et on le sait aujourd'hui, la data c'est un enjeu important pour les entreprises. On a un ensemble l'année dernière de 13 000 offres d'emploi disponibles dans la data donc l'année dernière et ça a progressé cette année. Et les salaires par rapport au développement web sont plus valorisés, meilleurs. Juste pour comparer ici, on a pour un salaire médian d'un profil junior en data, on est autour de 43 000 bruts par an, alors que le développeur back-end, lui, développeur PHP, est à 35 en médian. Donc voilà un peu le spread, l'écart qu'on a dans les salaires. Donc, avec ces chiffres, qu'est-ce qu'on peut conclure? On peut conclure qu'il y a un tassement sur les prix, enfin sur les salaires du développement web, ce qui est assez logique, puisque ce sont des métiers qui sont là depuis longtemps. Il y a donc une forte offre et une demande constante qui n'évolue pas particulièrement, alors que le domaine de la data est un domaine qui est plus récent, avec une forte poussée, puisque aujourd'hui, et les participants qui nous suivent l'ont constaté, on utilise de nombreux produits data et les entreprises aussi utilisent énormément de ressources data, puisque c'est au cœur de leur métier, en tout cas de leur prise de décision. Donc, Antoine, toi qui es de l'univers de la data, pour toi, quelles sont ces opportunités? D'abord, quels sont les ponts, d'après toi, entre le web, le développement web classique, un développeur back-end ou front-end, etc., et la data? Ouais, bah, en fait, si vous voulez, aujourd'hui, je pense que le monde de l'IA déjà se structure de manière générale. Et donc, si vous voulez, en intelligence artificielle, on est passé d'un monde, on va dire, où on recrutait beaucoup de data scientists qui étaient un peu des profils polyvalents, mais qui étaient surtout focalisés sur créer un modèle d'IA. Donc aujourd'hui, enfin, les modèles d'IA les plus connus, c'est ChatGPT, c'est Llama, c'est peu importe, mais on a beaucoup en fait, investi dans des gens qui allaient créer des modèles. Oui, Le truc, c'est que en fait, pour créer ces modèles-là, bah, au bout d'un moment, sur un environnement de bac à sable, on va dire, ça marche très bien, enfin, on y arrive, etc. On arrive à faire un super modèle. Et maintenant, le sujet, c'est un peu comment je le mets en prod, ce modèle. oui, De la même manière qu'avec un développeur web, bah, faire un site en local sur votre machine, c'est très bien, mais si on veut que ce site soit utile, il faut pouvoir le mettre en prod, quoi. Et donc c'est là en fait où les enjeux et les ponts se font vachement bien déjà entre bah, justement les développeurs web et la partie justement data, parce que du oui. coup la data se structure vachement sur des mêmes façons de faire aussi, sur des mêmes workflows, des mêmes process de mise en production. On va utiliser aussi pas mal de processus d'intégration continue, de développement continu, ce genre de choses qu'on voit dans le développement web. On utilise dans le Euh, web aussi, oui. Exactement. Les langages de programmation sont parfois un peu différents, mais ça reste la même logique. Nous, on est beaucoup plus sur du Python, mais quand vous êtes sur du PHP ou JavaScript, enfin, quand vous venez de là, apprendre du Python, c'est relativement simple. Mais voilà, en fait, ce que je veux dire, c'est que le pont se fait bien parce que à mesure que maintenant le monde de la data
se structure, en fait, il se structure autour de process qui ont déjà été développés. Certes, ils se spécialisent, mais qui se développent sur des façons de faire qui viennent aussi du développement web beaucoup, quoi. Oui, 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 tout à fait. Il y a des nombreux points communs en méthodologie, même pour des technologies aussi. Et c'est vrai, comme tu disais, les langages sont assez proches, hein. Python, c'est orienté objet. PHP, c'est orienté objet aussi. Donc, déjà, on est dans un paradigme Voilà. identique. Exactement. Et donc, en fait, ce qu'il faut voir, c'est effectivement que, enfin, je pense qu'il faut voir la data comme une spécialisation quand on a commencé à apprendre les computer science de manière générale. Mais donc, venant du développement web, c'est similaire. C'est que il faut le voir un peu comme une spécialisation parce que c'est des process, des méthodologies qui ont déjà été apprises, mais qui sont approfondies et spécialisées dans un domaine, un secteur particulier qui est celui de la data, pour des usages qui sont, enfin, qui ont en fait un même but. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre un site en production, bah, c'est plutôt un modèle, mais de toute façon, ce modèle va très certainement servir aussi à être utilisé dans des applications web, comme ça peut être des Oui, applications mobiles aussi, et voilà. Donc les ponts se font vachement bien comme ça, quoi. d'accord. Oui, oui, c'est vrai, c'est bien de préciser que souvent, cette data, elle vient aussi du web. Une Mhm. partie de la data vient du web et qu'elle va être restituée souvent via ce canal aussi. Donc, Exactement. on est dans dans la même infrastructure et dans le même domaine. Ouais, tout est lié. Euh, Peut-être pour compléter de manière un peu différente, et peut-être ça va être peut-être intéressant pour nos participants, d'après toi, quelles sont les soft skills particulières qu'il faut pour travailler dans la data? Ouais, je pense que c'est les mêmes soft skills que ce qu'il faut pour travailler dans la tech de manière générale. La première, c'est la curiosité, je dirais. Euh, et c'est que on n'est jamais expert dans son domaine, surtout dans la tech, c'est-à-dire que la tech évolue tellement vite que de toute façon, on Oui, ne sera jamais un c'est ça. expert, ou en tout cas, on ne connaîtra pas tout. C'est comme si je vous demandais d'apprendre le dictionnaire par cœur, ça ne sert à rien. Ça ne vous permet pas de parler. Mais par contre, pour savoir parler, vous devez savoir quelques mots, certes, mais une fois que vous avez compris la logique, bah voilà. Et avec la data et de la tech, c'est grâce à la curiosité que vous allez développer que vous allez devenir meilleur. Et pour autant, vous allez jamais tarir ce domaine, quoi. Donc pour moi, c'est pour ça que être curieux de comment les choses évoluent, dans quel sens on a envie d'y aller, pour comment ça marche, etc. Avoir ce côté un peu geek, mais Oui, c'est curieux, quoi. Pour moi, c'est la première qualité d'un bon développeur, quel qu'il soit, quel que soit le domaine, quoi. Une fois que quelqu'un est assez curieux, je pense après, il y a des choses qui s'appliquent un peu partout, c'est-à-dire que savoir bien communiquer, je pense que ça c'est important. Savoir aussi avoir un peu de rigueur, parce que du coup, du code bien écrit, c'est quand même vachement plus simple à lire que du code mal écrit. tout à fait. Euh, voilà, je pense que c'est des choses enfin, on va dire qu'il n'y a rien qui s'applique spécifiquement à la data, hormis peut-être bon, si on appelle ça une soft skills, mais même pour moi, ce serait même presque une hard skill, c'est quand même une appétence pour les chiffres. Parce Oui, qu'autant quand on peut être développeur, où c'est pas forcément, on n'a pas forcément besoin de travailler avec des chiffres toute la journée, même si enfin, tout est binaire au final, mais je veux dire, on n'a pas forcément besoin pour créer une application web de savoir un peu manipuler des chiffres, alors que dans la data, il y aura quand même un peu de mathématiques derrière. Donc voilà, faut aimer vouloir comprendre ça, quoi. Ça, c'est vraiment, je dirais, une spécificité. Mais en termes de soft skills, tout ce qui s'applique, je dirais, en développement web, c'est des choses qui se retrouveront dans la data. Si vous êtes un très bon développeur parce que vous avez des bonnes soft skills de bons développeurs, il y a de bonnes chances que vous puissiez faire une bonne transition dans la data, quoi. super. Super. On peut peut-être finir cette petite discussion sur les évolutions majeures à prévoir dans les prochaines années de la data. Qu'est-ce que tu vois émerger, toi? Dans quelle direction? Quelles sont les forces internes, Ouais. les évolutions que tu vois apparaître? Bah, aujourd'hui, je pense que le mieux, c'est de regarder déjà un peu l'histoire. C'est-à-dire que la data vraiment enfin, existe depuis longtemps. Le secteur de la data existe depuis très longtemps, en fait. Parce qu'avant, c'est juste qu'on n'appelait pas vraiment ça de la data. Avant, on appelait Oui, ça de la oui, business intelligence. Et encore avant ça, on appelait ça de la statistique décisionnelle. Donc, c'était beaucoup moins sexy comme terme, mais c'est la même chose. tout à fait. Euh, et en fait, donc, ce qui se passe, c'est toujours un peu. Dans la data, il y a toujours des grosses évolutions enfin, on va dire des innovations incrémentales et des innovations majeures, on va dire disruptives, quoi. Euh, Oui,
Donc, dans la data, ce qui est arrivé en premier lieu, c'est effectivement donc, la statistique décisionnelle avec les premiers logiciels qui embarquaient justement de la stat pour pouvoir un peu comprendre ce qui se passait, avoir quelques trends, etc., etc. Après, ce qui s'est passé, c'est qu'on est arrivé à l'ère de la business intelligence et là est arrivé des super outils comme Tableau qui permettent vraiment au business de comprendre la donnée qu'ils ont. Puis après, il y a eu l'ère de la big data, c'est-à-dire qu'on s'est dit, bah maintenant, il y a des gros volumes de données et peut-être qu'il y a de la valeur à trouver là-dedans. Et technologiquement parlant, on arrive enfin à processer justement de la donnée volumineuse. Donc peut-être qu'il y a de la valeur à trouver là-dedans. Donc boum, des nouvelles choses sont arrivées. Bon, bref, Oui, je fast forward et j'en arrive aujourd'hui à 2000, on va dire 2017 à peu près, 2016-2017, où le machine learning est arrivé. C'était les premières, on va dire, les vraies premières grandes innovations en IA. C'était à travers le machine learning. Et aujourd'hui, du coup, enfin, on est arrivé justement à aller pousser le concept de machine learning jusqu'au deep learning et du coup au LLM, donc les large language models, donc les chat GPT, etc., tout etc. à fait. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que dans les évolutions qui sont passées depuis le temps, c'est une structuration du marché. C'est-à-dire qu'il se passe une innovation et en fait, on est en train de se structurer autour de cette innovation. C'est-à-dire que la grosse innovation du moment, enfin depuis ces 5-10 dernières années, c'est l'IA de manière générale. Quand je dis IA et machine learning, d'ailleurs, c'est exactement la même chose. En général, quand on dit intelligence artificielle, c'est un terme un peu plus galvaudé maintenant et un peu plus utilisé pour se faire comprendre, on va dire, du grand public. Mais quand on est un peu plus expert, on parle de machine learning, mais c'est la même chose. Oui, Et en tout cas, ce qu'on voit, c'est que ces 5-10 dernières années, le machine learning a explosé. C'est-à-dire qu'on s'est dit, waouh, il y a des trucs à faire là-dedans. Potentiellement, c'est grâce à des modèles mathématiques qu'on arrive à mettre en production dans des ordinateurs qu'on peut potentiellement passer une étape dans l'intelligence artificielle, c'est-à-dire dans le fait qu'un ordinateur puisse prendre des décisions qui sont peut-être un peu moins codées étape par étape, mais qui peuvent être un peu plus abstraites. oui, Et donc, ce qui se passe, c'est ça, en fait, depuis des années, on structure le marché vers cette tendance-là. C'est-à-dire que au départ, on faisait des modèles qui étaient un peu capables de faire des petits trucs, mais qui étaient déjà un peu mieux que des programmes écrits step by step. Et du coup, maintenant que ces modèles-là sont arrivés, il a fallu les mettre en production. Donc, très bien. Donc, on commence à construire des équipes, etc., etc. Et cetera. Et maintenant, on en est arrivé jusqu'au ChatGPT, où en fait, on se rend compte que il y a des modèles qu'on peut mettre at scale, c'est-à-dire avec des grosses machines, enfin des grosses infrastructures, qui peuvent faire des trucs qui commencent à être vraiment l'étape d'après dans justement la prise de décision par une machine. Et oui. donc en fait, moi je dirais que, mais bon, après c'est un peu regarder sa boule de cristal, donc on n'en sait jamais rien, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'à court terme, ce qui est sûr, c'est que le marché va continuer de se structurer autour de l'IA générative avec les gens qui seront capables de développer des IA génératives, des gens qui seront capables de les adapter, des gens qui vont être capables de les mettre en production, des gens qui vont être capables de les utiliser. Donc on parle par exemple pour ceux qui les utilisent vraiment bien, c'est les prompt engineers. Pour ceux qui les mettent en prod, c'est des MLOps. Enfin voilà, donc il y a une structuration du marché qui va se faire, enfin, et qui est déjà En cours. en cours, quoi, qui Mm. s'opère. Donc à court terme, ça va être ça. Je pense que on continue vers une structuration du marché qui va être ça. Ensuite, du coup, à moyen terme, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, vous voyez que les entreprises, en fait, de manière générale, les GAFA, en fait, ont la main sur les IA du jour. Enfin, on va dire, ChatGPT, c'est OpenAI, donc c'est Microsoft derrière, parce que Microsoft détient OpenAI. Oui, Vous avez Llama, c'est Facebook. Et vous avez Gemini, c'est Google. Et voilà, enfin, les gros modèles qui fonctionnent aujourd'hui, c'est ça. Alors, en fait, du coup, le truc, c'est que arrive en général dans le monde d'Internet, et c'est ce qui est beau avec Internet, c'est aussi le monde de l'open source. Et donc, aujourd'hui, beaucoup de développeurs se sont mis comme idée aussi de vouloir ouvrir l'IA, non pas à quelques personnes qui détiennent une IA qui va justement être utilisée par un plus grand nombre, c'est que chacun puisse avoir sa propre IA un peu développée pour soi, quoi. oui, Puisque, en fait, la raison de derrière ça, c'est que toute IA, tout modèle mathématique est biaisé, puisque c'est des modèles statistiques. Donc, ils sont biaisés forcément par les gens qui les entraînent, quoi. Et donc, au lieu de se dire que bah, chacun va utiliser le même modèle qui est biaisé pour tout le monde et qui, du coup, bah, forcément, va pas forcément convenir à tout le monde parce que du fait de ses biais internes, bah, autant que chacun ait son propre petit biais et donc avoir plein d'IA qui conviennent à tout le monde. Et donc, à moyen terme, il y a beaucoup ce monde de l'open source qui est là pour ouvrir toutes ces IA génératives ou d'avoir des moyens de faire en sorte d'utiliser sa propre IA.
Et donc, c'est ça qui fait aussi le gros boom, c'est que, bah, encore une fois, ça demande plus en plus de data scientists, de développeurs, de MLOps, de machine learning engineers, etc., etc. Et cetera. Et donc, je dirais que de la même manière que quand vous avez des OS comme bah, Windows d'un côté, macOS de l'autre, et on a eu Linux à peu près en même temps, bah, là, en fait, on est un peu en train d'essayer de développer le Linux, donc le système opération open source, mais dans l'IA, quoi. Donc, à moyen D'accord. terme, ça va être ça. Et à long terme, bah, on n'en sait rien. Après, est-ce qu'on va réussir à faire dans la data voilà, des modèles qui vont devoir passer encore une fois une étape d'abstraction dans leur capacité à prendre des décisions? Voilà, selon si vous regardez Sam Altman, qui est le fondateur d'OpenAI, bah, lui, il vous dit sa version de ChatGPT 5, ça va être un peu ce qu'on appelle les IA généralistes. Mais bon, Oui. ça, on va attendre de voir, quoi. Mais là, ce serait vachement trop boule de cristal pour vous dire ce que j'imagine, ce que j'en pense. Mais bon, je pense que voilà, au moins à court et moyen terme, vous voyez, ça, je suis à peu près sûr que ça va se passer, quoi. Oui, très bien. Je sais pas si les personnes qui sont là savent les implications de l'IA générative, hein, mais c'est donc une IA qui peut répondre à n'importe quelle question. Voilà. En gros, qui a un domaine qui n'est pas cantonné à un domaine particulier, bah, par exemple comme ChatGPT sur un domaine enfin, sur les données qui viennent d'Internet ou de l'image, etc. Mais ce serait une IA qui a un modèle assez large pour pouvoir avoir n'importe quelle entrée et pouvoir délivrer une réponse. Voilà. Et puis c'est vrai qu'aussi aujourd'hui il y a un truc quand même dont on n'a pas trop parlé, mais qui va être un peu ce qui est en train de ce qui est en train de se profiler, mais plus pour des profils, on va dire, enfin pour des gens qui sont vraiment dans l'ingénierie et la robotique, c'est aussi comment on va intégrer de l'IA dans la robotique, puisque du coup aujourd'hui on pourrait imaginer que ChatGPT est un peu un truc super puissant, mais un peu en cage, parce qu'il est en cage dans son software, quoi, dans son Ouais. logiciel. Mais demain, si vous arrivez à imaginer un chat GPT qui se retrouve vraiment dans un robot, ce qui est aujourd'hui enfin enfin aujourd'hui on n'y est pas encore, mais il y a certains prototypes qui commencent à y arriver avec BMW par exemple sur certaines machines qui seraient capables de construire des pièces de voiture, quoi. Là, ça commence à devenir intéressant parce que du coup, on a non seulement la réflexion, mais il y a l'action derrière aussi. Oui, très bien. C'était passionnant cette exploration un petit peu de ce domaine et ces ponts entre le web et la data. Je vous propose de passer sur la formation. Donc cette formation que propose l'école multimédia, hein, c'est un master en alternance sur 2 années d'études, hein, avec 3 semaines en entreprise et 1 semaine à l'école. Et cette formation débouche sur la certification architecte en intelligence artificielle, qui est une certification de niveau 7, hein, certifiée par France Compétences, qui a été écrit par Antoine et sa société JEDA. Tout à fait. Donc au niveau du programme, cette certification, elle est très très intéressante parce qu'elle regroupe 3 grands axes de compétences. Le premier axe de compétences, c'est l'axe data scientist, hein, c'est la personne, je vous le rappelle, en tout cas celui qui est que data scientist, eh bien c'est une personne qui est en charge de transformer la data brute en données exploitables pour l'entreprise. C'est vraiment très généraliste, mais au moins ça montre bien ce que fait cette personne et son métier. On a ensuite le data engineer qui, lui, est en charge de construire et maintenir l'infrastructure, le fameux pipeline de données pour que le data scientist puisse travailler. Et enfin, on a le MLOps qui, lui, déploie et maintient, et cette fois-ci, des modèles de machine learning, hein, en production. Est-ce que tu peux peut-être compléter ou nous dire, Moi, je trouve ça nous en bien. dire un peu plus? C'est une bonne définition déjà. Bonne- Mais C'est en toi fait, qui me l'as donné, hein. voilà, donc c'est finalement voilà, c'est pour ça qu'elle est bien. Non, mais en fait, si je peux effectivement vulgariser encore un peu plus, c'est en fait, comme je vous disais, le monde de la data se structure aujourd'hui. Donc c'est ça qui est intéressant d'ailleurs, et c'est aussi pour ça que ça peut être intéressant de parier sur ça comme spécialisation. C'est on est plus sur un environnement bac à sable assez incertain. C'est que maintenant, on est sur un marché plus mature, donc moins incertain. Et donc en fait, on a un peu spécialisé les différents métiers. À chaque fois, il faut se dire que dans l'IA, de manière générale, ou dans la data, enfin, data et IA, on va dire, l'IA n'est qu'un pan de la data, on va dire, mais on peut faire plein d'autres choses avec la data de manière générale. Il n'y a pas que forcément de l'intelligence artificielle ou des modèles de statistiques à faire. Mais on va dire que les entreprises comprennent les métiers qu'il y a et qui fait quoi, les ensembles des tâches, et du coup bah, quel job il en découle. Oui, Et donc, effectivement, quand on parle en tout cas pour la partie certification
architecte en intelligence artificielle, on va avoir différents métiers, différents jobs. Il y a ceux qui vont effectivement se spécialiser dans l'idée de construire un modèle, c'est-à-dire de trouver un modèle mathématique qui va être capable d'expliquer un phénomène. Ça, c'est le Donc, data je sais scientist. Voilà. exactement, qui est le data scientist. Ensuite, on avait parlé de mise en production. Et effectivement, mettre en production un modèle de machine learning, ça implique des compétences qui sont autour de aussi des choses que vous verrez sûrement dans la partie développement web, mais qui devront s'appliquer spécifiquement à l'IA. Et ça, c'est un job de MLOps. C'est quelqu'un qui Voilà. s'occupe de faire en sorte que il ne construit pas le modèle, le MLOps. Il est là pour faire en sorte que le modèle puisse être mis à échelle, quoi. Voilà. C'est un Et, peu et- le DevOps, si on prend la partie web, exactement. c'est le DevOps, mais appliqué à l'IA. Exactement. Et une fois que vous avez ça, le truc, c'est que, en fait, quand vous êtes dans une entreprise, l'entreprise n'est pas, comme je vous disais au départ d'ailleurs, elle ne fait pas que de l'IA, elle fait aussi de la data. C'est-à-dire quand on dit de la data, ça peut être par exemple de regarder des fichiers Excel et de comprendre ce qui se passe sur le fichier Excel et d'en faire juste un petit graphe de trend, quoi, un petit bar chart. Oui. Pas d'IA là-dedans, mais il faut comprendre parce qu'en fait, les managers, quand on leur montre juste un fichier Excel, en général, ils sont pas capables de prendre des décisions juste avec ça. Il faut leur montrer un joli graphe pour qu'ils voient des tendances et des machins et qu'ils puissent prendre une décision. Tout Donc, à par fait. exemple, vu que la data, ce n'est pas que de l'IA, ça veut dire qu'il y a d'un côté des besoins pour l'entreprise au niveau de l'architecture IT, de l'architecture de tout ce qu'ils utilisent en informatique, qui peut être Oui. des bases de données, qui peut être des serveurs qui permettent de processer de la donnée, ça peut être ça peut être plein de choses différentes, quoi. Ça peut être des serveurs web, ça peut être tout un ensemble de choses, un ensemble de composants de l'architecture, qu'on appelle en Oui. général une architecture data. Et la personne qui maintient et qui construit et qui améliore cette architecture-là, ça s'appelle un data engineer. Et la raison étant que, par exemple, potentiellement, si on reprend l'exemple d'un développeur web, quand vous êtes développeur web, souvent, vous allez développer une web app et les 9 dixièmes du temps, vous avez votre interface, votre front et votre back qui est très certainement lié à une API et une base de données. Sauf que Oui. cette base de données, elle est en général uniquement ou peu ou prou uniquement rattachée à votre web app toute seule. C'est-à-dire que c'est votre web app qui stocke des trucs. Et voilà. Sauf que cette donnée-là, elle peut être intéressante si elle était mélangée à une autre base de données qui collecte autre chose. Je ne sais pas, par exemple, vous avez je sais pas, vous êtes la Fnac, par exemple, et vous avez, en tant que la Fnac, vous avez votre web app qui est votre site e-commerce, qui stocke toute la donnée qui est liée au site e-commerce, c'est-à-dire que qui achète quoi, comment les gens se comportent sur le site. Et puis Oui. peut-être que la Fnac a une base de données, si je simplifie énormément, une base de données qui est liée à tous les magasins physiques et qui, eux, font remonter d'autres choses. Et si on couplait ça, on pourrait peut-être comprendre mieux qui achète quoi, qu'est-ce qu'il faut mettre en avant comme produit, etc., etc. Et donc, par exemple, pour mettre ces deux bases de données, mettons, ensemble, pour qu'on puisse faire ces études-là, ça s'appelle créer des processus ETL, des pipelines de données. Et ça, par exemple, c'est typiquement un job de data engineer. Oui. Enfin, la mise en place de ce pipeline. Voilà, exactement. Très bien. J'espère que c'est assez clair, mais si c'est pas, euh, enfin, si vous avez besoin de plus d'informations, hein, vous pourrez poser des questions à la fin. On va voir maintenant donc le contenu de la formation, hein. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une formation en 2 années. On a 9 modules. Sur la première année, on commence tout doucement avec un petit peu un logiciel qui permet de mettre en forme des données, hein, qui s'appelle Tableau, qui est très connu et très utilisé en entreprise. Et ensuite, tout de suite, eh bien, vous allez plonger dans le cœur du sujet, puisqu'on va programmer en Python, hein. Antoine l'a dit, c'est le langage de la data, le Python, c'est celui qui est utilisé. Et donc là, eh bien, avec des bases de stats aussi, hein, on va commencer à traiter de la donnée, à apprendre à programmer en Python, hein, pour ceux qui ne savent pas programmer en Python et qui viennent d'autres langages, voir la syntaxe et commencer à traiter de la donnée. Vous verrez également Git et GitHub pour ceux qui ne connaissent pas, qui permet de versionner, de partager, de collaborer le code produit. En extension et à la suite, toujours en Python, eh bien, on va collecter et stocker ces données, hein. Donc là, on va revoir des bases et étendre un petit peu ces bases sur un langage SQL, hein, le langage de requêtage des bases de données relationnelles. On va mettre en forme les fameux ETL dont a parlé Antoine. On va faire de la collecte de données.
hein. C'est un peu l'exemple qu'a pris Antoine sur la Fnac, hein, via des API ou via du web scraping, hein, c'est-à-dire on va rechercher cette fois-ci sur le web directement les informations pour les extraire et pour pouvoir les stocker ensuite. Tout ça, on va pouvoir stocker dans des data lake ou data warehouse, hein, qui sont les termes pour stocker les données soit de manière structurée ou non structurée. Tout ça avec des services de cloud, puisqu'on va travailler sur des machines qui ne sont pas notre machine locale, mais qui sont des machines dédiées et qui vont permettre de stocker ou de traiter ces informations. Et puis, on pourra explorer et visualiser ces données avec Seaborn, hein, qui est une librairie Python qui permet de faire des graphes, hein, et de montrer un petit peu ces données. En fin de première année, vous avez une première introduction au machine learning, hein, où vous allez voir les bases du machine learning et puis certains éléments mathématiques importants via la librairie scikit-learn, qui est une librairie connue pour faire du ML, voilà, et certains modèles mathématiques pour pouvoir réaliser ces premiers modèles. La deuxième année, elle va être plus consacrée au machine learning, vraiment. On commencera par un peu de théorie et de data management, hein, puisque, comme l'a bien dit Antoine, hein, l'objectif aussi, avec un diplôme de niveau 7, hein, c'est d'être en capacité de gérer l'ensemble des données dans l'entreprise et donc de pouvoir construire une stratégie, hein, de données au sein de l'entreprise, de définir des roadmaps et les indicateurs de performance qui vont permettre ensuite aux entreprises de prendre des décisions. On va aussi devoir connaître bien sûr la législation en vigueur, hein, sur les données privées, puisqu'on va manipuler des données en masse. Tout ceci, on va pouvoir gérer ces données avec le cadre de référence d'AMA-DMBOK, hein, qui est un cadre qui permet justement de bien gérer ces données au sein de l'entreprise. Et vous verrez également la méthodologie agile SAFe, hein, qui est une méthodologie, un workflow, qui permet de mettre tout ça en œuvre. Suite à ce cadre un peu plus théorique, eh bien là, on a un module très important autour du machine learning. Alors, sans entrer trop dans les détails, il y a sûrement des termes barbares que vous ne connaissez pas, mais en tout cas, on a 3 grands ensemble ici, puisque on va commencer par faire du machine learning supervisé, c'est-à-dire on va faire de l'apprentissage avec notre modèle en ayant des données qualifiées où on connaît les réponses, et donc on va pouvoir entraîner notre modèle avec les données et avec les réponses pour que petit à petit, eh bien, il puisse lui déterminer une réponse vraie seule. On a ensuite du machine learning non supervisé, où là, on ne connaît pas spécialement les réponses, et donc on va plutôt, eh bien, utiliser la donnée et identifier, eh bien, des éléments importants dans cette donnée, hein, par regroupement, par densité, etc. Et ensuite, on a le deep learning, le fameux apprentissage profond, hein, qui met en jeu des réseaux de neurones, enfin des réseaux de neurones logiciels, mais qui sont inspirés des réseaux de neurones qui se trouvent dans nos petites têtes, où là, différents types de réseaux, hein, et peut-être dans les évolutions de l'IA, hein, il y aura peut-être d'autres modèles qui vont apparaître, en tout cas d'autres réseaux particuliers. En tout cas, vous verrez les réseaux de neurones classiques, par convolution, hein, qui sont utilisés pour le traitement de l'image aussi, par récurrence, des réseaux de neurones pour le traitement de l'image et le langage. Donc voilà, tout ça autour de TensorFlow, la librairie de Google qui permet de mettre en place machine learning. On a ensuite le traitement des données à fort volume, hein, c'est une spécialisation à l'intérieur même du traitement, puisque si on a des volumes moyens, petits à moyens, eh bien on peut utiliser certains logiciels, mais quand on a des gros volumes qu'on doit traiter, soit en batch, c'est-à-dire en lot, ou soit, comment dirais-je, en temps réel, eh bien on a d'autres logiciels. Et donc là, pour le traitement à fort volume, eh bien vous allez voir certaines technologies autour de l'écosystème Hadoop, hein, Apache Hadoop, qui est un projet open source. On parlait de l'open source, c'est pas un projet très récent, mais en tout cas qui structure encore ce type de traitement, et du framework Spark avec son portage en Python, PySpark. Je ne l'ai pas dit, hein, mais ici, l'ensemble des modules, hein, la majorité de ce que vous allez faire, c'est que vous allez utiliser Python, hein, pour mettre en œuvre tout ceci, dans une grande majorité. Voilà. Et avec Amazon Redshift pour pouvoir stocker, qui est un data warehouse dans le cloud qui va permettre de stocker ces données et de les traiter. On a ensuite la partie mise en production, on a parlé, hein, le data engineer, où cette fois-ci, eh bien, vous verrez Docker et Kubernetes qui permettent de dockeriser, en tout cas de containeriser vos applications pour pouvoir ensuite les mettre dans le cloud et faire tourner tout ça pour traiter de la donnée, avec des outils de déploiement également, et d'automatisation,
puisque tout ceci, il faut que ça fonctionne de manière autonome. Et pour ceci, eh bien, on va scripter, on va utiliser des outils comme Apache Airflow pour pouvoir scripter les différentes étapes de traitement des données et que tout ceci ne demande pas d'opérateur humain. Et il va falloir aussi quand même, les humains vont toujours être là, vous allez toujours être là, puisqu'il va falloir surveiller ces données grâce au monitoring avec Evidently AI. On a ensuite un dernier modèle qui va un peu plus loin sur le machine learning, puisqu'on va voir comment optimiser nos modèles, en tout cas en performance, en qualité avec Airlib. On va pouvoir faire de l'apprentissage par renforcement, qui est une technique un peu particulière, qui permet au modèle de s'améliorer seul grâce à un gymnasium. Et puis, on verrait également les bases de données d'un certain type, les bases de données de type graph avec Neo4j, qui sont des bases de données qui sont utiles dans certains cas, là où les données sont fortement liées pour pouvoir parcourir ces graphes et trouver de bonnes réponses. Et enfin, le traitement en temps réel avec Kafka. Ça fait beaucoup de technologie, ce que tu nous as préparé, Antoine. Mais en tout cas, vous le voyez, dans tout ce qu'on vient de voir ici, eh bien, on retrouve les technologies et les compétences des 3 grands métiers qu'on avait dit au départ, c'est-à-dire traitement de la donnée et création des modèles avec le data science, mise en place des architectures dans le cloud pour que le data scientist puisse travailler avec le data engineer, et puis le MLOps qui va permettre, lui, de mettre en production les modèles pour qu'ils puissent traiter de la donnée. Bah top, c'est un beau programme au moins. C'est un beau programme. Ils vont pas s'ennuyer. Ils vont pas s'ennuyer, c'est clair. C'est clair, ils vont pas s'ennuyer. C'est vraiment un programme, moi qui parcours beaucoup dans ce domaine de programmes, etc., c'est vraiment l'un des seuls programmes qui a cet éventail et ces possibilités. N'oubliez pas que toutes ces compétences permettent aussi ensuite de choisir son chemin, puisque certains peut-être vont être plus accrochés par le parti création de modèles et devenir data scientist, ou vont se spécialiser dans le data engineering ou le MLOps. En tout cas, vous aurez ces possibilités, cet éventail avec cette connaissance, et dans chaque métier, vous serez bien meilleur puisque vous aurez aussi des connaissances plus complètes sur les métiers attenants. Voilà, Anaïs, on peut peut-être voir si nous avons des questions, si on peut peut-être faire notre petite foire aux questions. Bien sûr. Alors là, pour l'instant, à ma connaissance, on n'a pas encore de questions. Moi, personnellement, si je peux me permettre d'en poser une, puisque je pense qu'elle peut être profitable aux participants, ce serait de revenir un peu sur le partenariat entre l'école multimédia et Jeddah Bootcamp. Savoir peut-être un peu plus pour les étudiants quel est l'intérêt de ce partenariat, peut-être un peu aussi quel est le background de Jeddah et qu'est-ce que leur apporte finalement cette association, encore une fois. Ouais, je peux peut-être commencer un peu déjà pour présenter Jeddah. Et c'est vrai Super. qu'on n'a pas, Oui, on n'a pas trop présenté l'école. Euh, Jeddah, nous, on est une école spécialisée dans la formation justement pour adultes. Donc, on fait plutôt de la formation pour les professionnels. Et donc, on a, nous, une expertise assez forte, effectivement, dans les sujets très tech, mais qui sont autour de la cybersécurité et l'intelligence artificielle. Donc, on existe, nous, depuis 2017. Euh, Parmi nos profs, nous, on a que des personnes qui viennent, enfin, qui ont eux-mêmes développé ou qui ont été data scientist ou data engineer ou MLOps, que ce soit d'ailleurs en France ou aux États-Unis dans la Silicon Valley. Moi, par exemple, j'étais data scientist justement à San Francisco avant de revenir en France. Donc nous, vraiment, depuis les années, on a développé une expertise métier assez forte dans lequel, justement, c'est ce qui nous a permis de développer nos certifications, donc notamment celle de l'architecte en intelligence artificielle, qui, du coup, est aujourd'hui reconnue par l'État, qui vous donne un bac+5, et qui, donc, vous permet aussi d'avoir un vrai tampon, quoi, pour montrer aussi les compétences que vous avez pu développer durant le parcours, quoi. super. Eh bien, l'opportunité ici pour nos candidats, Antoine vient de le dire, c'est que cette formation, normalement, c'est une formation réservée aux professionnels adultes. Et donc là, vous avez la possibilité, en tout cas en étant junior encore et en étant encore dans l'apprentissage, eh bien, d'enchaîner directement avec une formation qui est faite normalement pour des professionnels et des adultes, donc avec un niveau de qualité et un niveau de compétence qui est celui-là. Donc c'est vraiment une chance. En tout cas, il n'y a pas d'autres écoles qui délivrent ce type de compétences pour des jeunes candidats
qui sont encore en formation. Voilà. Est-ce que ça a répondu à ta question, Anaïs? Oui, oui, parfait. C'était assez complet. J'espère que ça profite une fois de plus aux étudiants. Écoutez, à ma connaissance, il n'y a toujours pas de questions. Donc, bah, écoutez, je pense on peut conclure sur ça. Très bien. Merci à tous les deux Super. d'avoir explicité ce nouveau lancement. Pour les quelques étudiants qui nous regardent, alors ce live sera bien entendu rediffusé. Et pour les quelques étudiants qui nous regardent en ce moment même, voilà, la suite se poursuit au niveau des admissions. La page sur le site web a été également mise à jour pour avoir un peu plus d'informations, aussi bien sur les informations un peu plus administratives, France Compétences, etc., que les blocs de compétences à proprement parler de la formation. Et puis voilà, et puis je vous remercie une nouvelle fois, Antoine et Thierry, d'avoir animé ce petit live. C'était avec plaisir. Merci beaucoup à Merci vous à de l'avoir vous. organisé. Merci à Merci vous. Antoine. Bonne soirée. Au Allez, ciao, revoir. ciao. Bonsoir.